J'avais un rêve, devenir architecte. Le problème, je savais pas dessiner. J'avais à peine tenir un crayon correctement. Mais j'y suis quand même allé. J'ai étudié, j'ai passé mes examens, j'ai fait des projets, j'ai copié, j'ai décalqué, j'ai fait semblant. Et surtout, j'ai beaucoup utilisé l'ordinateur. Aujourd'hui pourtant, ça y est, j'ai reçu mon diplôme, mais j'ai comme un sentiment d'imposture. L'impression d'être passé à côté. Alors, j'ai repris mon crayon, un carnet, un livre sur la Renaissance, et j'avais envie d'étudier, mais vraiment cette fois-ci. Alors je suis parti. Comment ils ont réussi à créer cet espace-là en pointe? Là, on va en voler. Elle est magnifique. Oh là là, elle est magnifique cette façade. Voilà. Les petites galères, c'est fermé. Les gars sont beaucoup trop chauds. Bon, allez. Alors, pour étudier l'architecture par le dessin, je me suis dit, je dois partir en Italie, étudier la Renaissance. Alors vite fait, la Renaissance, c'est quoi? C'est des gars qui se sont dit, il faut arrêter de faire du médiéval, du gothique, ça c'est des trucs de barbares. Ils ont préféré retourner étudier les ruines romaines et grecques de l'Antiquité. Ils se sont dit, à partir de maintenant, tout ce qui sera construit, ça suivra des grands principes d'ordre, de symétrie, de proportion. Voilà, la ville où ça a commencé, c'est Florence. Donc, c'est vraiment la destination parfaite pour commencer à apprendre. Bon, il y a tellement de choses à voir, à peine on arrive, on est submergé par ces bâtiments, par cette beauté. Il y a des palais, des églises, évidemment le Duomo, la cathédrale. Je me suis pas arrêté sur tout. Je suis allé vers quelques édifices vraiment marquants. C'est souvent pas les monuments les plus touristiques, mais c'est ceux qui étaient dans mon livre. Oui, car j'avais un guide de voyage, et c'était ça. Un peu particulier. C'est un livre de cours que j'avais dû lire pour préparer des examens il y a plusieurs années, et que j'ai pris avec moi, qui m'a suivi pendant tous ces jours. Alors après un rapide tour du Palazzo Medici et du Duomo, j'ai décidé de m'arrêter un peu plus longuement devant ça. C'est une des premières façades de la Renaissance. C'est le portique de l'Hôpital des Innocents, ou le Spedale degli Innocenti en langue originale. Ça a été fait par Brunelleschi. Alors Brunelleschi, c'est un peu le premier boss de la Renaissance en architecture. Je vais beaucoup parler de lui. C'est lui vraiment le premier qui va poser les bases de ce que ça va être cette nouvelle architecture. Et l'élément le plus marquant de son projet, c'est son portique. Alors c'est parti, je vous y emmène. Ok, on arrive. Hôpital des Innocents. Oh, cette arrivée est majestueuse. Hop là. Le portique de l'Hôpital des Innocents de Brunelleschi. On y est quoi. J'ai l'impression que tous les bâtiments qui sont dans le livre d'archi, c'est ceux où il n'y a absolument personne. C'est marrant, j'avais toujours vu les photos en noir et blanc en fait. Et du coup, je n'imaginais pas l'œil sur les colonnades. Là. Ah, l'œil en bleu comme ça, avec la lumière. Là, il est quoi? Je sais, j'ai 17h. Mais il faut taper assez fort quand même, la lumière est super vive. C'est propre, hein. Très très propre. Et ça, c'est un truc que je savais pas. Depuis l'Hôpital des Innocents, tu te retournes et en fait, tu as la vue directe sur le dôme. Donc tu as Brunelleschi. Et on va se poser, on va dessiner ça. Ok, let's go. On est parti pour le dessin des façades de l'Hôpital des Innocents. Premier dessin du séjour. Ça risque de pas être le meilleur, mais il faut bien commencer quelque part. Mamma mia, dans quoi on s'est embarqué. Mamma mia.
Et tu sais quoi, il faut, comme disait mon prof du studio de première année, il faut aller. Voilà, mission Hôpital des Innocents terminée. Bon, j'assume pas encore tout à fait mes dessins. J'assume zéro. C'est une catastrophe. Mais bon, faut bien commencer quelque part, on a commencé. C'est vraiment bizarre comme endroit. Un grand vide. Baigné de soleil. Très bizarre. Et puis ce portique que tous les étudiants d'archi ont vu dans leur bouquin, où t'as personne autour. C'est fait super intelligemment quand t'as la pointe ici, qui du coup est vraiment pointue, alors que bah, c'est pas logique vu que ça repose sur une colonne. Donc techniquement t'as des forces qui doivent... Enfin, t'imagines quelque chose de lourd et en fait t'as le truc le plus fin possible et surmonté par cet œil. Et du coup ça donne vraiment un effet de légèreté assez fou. Et un autre truc aussi que j'ai remarqué en dessinant le chapiteau, c'est qu'au-dessus du chapiteau, t'as un gros rebord. C'est vraiment comme une corniche en haut du chapiteau, ce qui fait que ça crée un vide entre la base de la travée et le haut du chapiteau. Et du coup, le vide qui est créé donne l'impression que toute cette arcade est en train de flotter par-dessus les chapiteaux. Et du coup, qui dit flotter dit légèreté, qui dit légèreté dit beauté. Je sais pas. Attends, il y a un truc là. Oh, j'ai vu un flashback. J'ai vu un flashback d'un cours. Regardez la corniche saillante, sexy là. Petite corniche saillante. Ici, se retourne. Le truc se retourne là et redescend jusqu'au sol. Et là, t'as ton bâtiment qui est terminé. T'as ta base ici, qui en fait correspond à la base là, au même niveau que le haut des marches. T'as ta corniche qui a été retournée. Et si tu regardes même, le truc est retourné au niveau de la base aussi. La corniche saillante, elle est tout du long. Elle se retourne après le pilastre. Elle descend. Et pour vraiment marquer l'encadrement du bâtiment, t'as ce petit retournement ici. C'est un détail assez magnifique. On va plier bagages. C'était l'hôpital des Innocents. Voilà. Je suis en contre-jour, c'est génial. On va continuer. Là, on va aller au Palazzo Rucellai. C'est parti, je vous retrouve après. Alors, qu'est-ce que c'est ce palais ? Il a été fait pour une riche famille de commerçants florentins, les Rucellai. Et il a été bâti par un architecte du nom d'Alberti. Alors Alberti, c'est un ancien élève de Brunelleschi, l'architecte dont on a parlé tout à l'heure. Alberti il a eu un rôle très important, car il va en fait écrire le premier traité d'architecture sur la Renaissance. Donc c'est vraiment lui qui va commencer à définir des nouvelles normes et règles à suivre pour toute la Renaissance. Et ce palais, c'est un peu la matérialisation physique de ça. C'est vraiment son meilleur exemple qui essaye de combiner toutes les règles qu'il a inscrites dans son traité. Donc il va reprendre des concepts de l'architecture antique, notamment l'empilement des ordres, qui se voit très très bien dans le palais Rucellai. L'empilement des ordres, ça veut dire que chaque étage a un type de colonne et de chapiteaux différents. Bon, j'en dis pas plus et on y va. Ok, j'étais en train de me balader quand soudainement, je lève la tête et je tombe sur ça. J'étais en train d'y aller, mais je pensais pas du tout être arrivé. C'est assez marrant comme il est camouflé dans la ville, quoi. Avec une boutique de fringues de luxe au rez-de-chaussée.
Mais il est beau, hein. Vraiment beau. Allez, je me cale quelque part. Je ressors le carnet des enfers. C'est parti. Let's go pour le dessin. Ucherai. Et on est le 3 août. Je vous fais un petit time-lapse de 10 minutes. On est bon 10 minutes. C'est parti. Allez, encore 4 minutes. Let's go. C'est dur, hein? Shit, plus qu'une minute. Finito. Bon. Comme d'hab, je ne montre pas tout de suite, mais je crois que j'ai compris un truc. J'ai compris que il faut pas que je tente de faire de jolis dessins, parce que, un, je ne sais pas faire de jolis dessins, et deux, ça sert à rien. Ça, c'est un peu une excuse. Ouais, donc l'idée vraiment, c'est ce que nous a répété toutes les études, pendant toutes les études, mais l'architecte ne dessine pas pour faire de jolis dessins, il dessine pour observer. C'est-à-dire que quand tu dessines, tu comprends la proportion des choses, tu comprends le rapport d'un élément avec l'autre. Donc je vais me focaliser là-dessus, essayer de comprendre les bâtiments par le dessin. Et ça va être des dessins dégueulasses. Mais au moins ils m'ont servi. Ils vont être dégueulasses et peut-être petit à petit ils vont s'améliorer, mais ça va être technique. Là, à chaud, je crois en fait je vais faire ça à chaque fois. Je vais me taire quand j'arrive dans le bâtiment, je dessine. Et ensuite, j'essaye d'expliquer des trucs que j'ai compris en dessinant. Alors, c'est peut-être des trucs évidents. Voilà, donc je réinvente rien, je dis juste mes observations à chaud. Je vais m'approcher un petit peu. Déjà, ce palais, ce qui est cool, c'est que pour une fois, l'étage du rez est travaillé. C'est pas du gros bossage rustique dégueulasse, c'est vraiment un étage traité comme un étage noble. Tu vois, ça se voit de manière dans les pilastres, les pierres sont faites, etc. Et ce qui est assez cool, déjà tu as ce motif des pierres ici, qui en fait est le même, peu de choses près, sur les 3 étages. Ouais, avec la différence qu'aux étages inférieurs, il est beaucoup plus gros. Et plus tu montes, plus le motif des pierres est petit. Voilà, alors ça c'est du classique. C'est quand tu montes en hauteur, tu répètes un élément mais plus petit et ça décuple la sensation de hauteur. Bah là, en fait, c'est fait à travers le motif des pierres et c'est très bien fait. Parce que c'est vrai que du premier coup d'œil, on s'en rend pas compte. Voilà. Alors ça, c'était un premier truc. Voilà. Premier truc un peu général, un peu classique shit. Deuxième truc, c'est les entablements. Là, tu vois, c'est la partie en fait au-dessus des colonnes, enfin des pilastres ici, c'est pas des colonnes parce que ils sont encastrés dans le mur. Ils sont d'ailleurs à peine définis. Hein. Ils ressortent à peine plus que le motif des pierres. Mais ouais, non, donc c'est ces entablements qui sont normalement pas forcément présents au-dessus du rez. Et là, tu vois, t'as le bel entablement, mec. T'as l'entablement avec la frise, le truc et tout, et t'as des horizontales qui sont marquées avec une grosse corniche saillante, et tac, et tu reprends au-dessus. Limite, t'as une sensation d'empilement en fait. Vraiment, on est venu empiler les 3 étages les uns sur les autres, tac, tac, tac. Avec chaque fois comme un décrochement, il y a un effet vraiment donné par cette corniche saillante et cet entablement avec la frise et la totale. Et en plus, à chaque fois, tu vois que le haut du pilastre, là, le haut ici,
Et là-haut, ça se voit un petit peu moins bien. Le haut du pilastre, il ressort. Il ressort. Déjà, c'est des motifs très particuliers. Et il ressort à chaque fois en haut. Donc tu rajoutes à ça l'effet de corniche et tout, t'as une belle façade, quoi. Merci. Putain. Non, mais c'est connu que c'est une belle façade. Super commentaire. Et pour ce qui est de l'angle, l'angle est vraiment pas intéressant ici parce que on est vraiment dans une petite rue en fait. Il y a juste un petit décrochage là avec une place sur laquelle j'étais pour dessiner. Mais sinon on est dans cette petite rue et en fait les angles, on apprécie la façade vraiment en 2D quoi. Quand tu es sur la place, quand tu es dans la rue, tu ne vois même pas le bâtiment en fait. Je passe à côté sans t'en rendre compte. C'est ce qui m'est arrivé. C'était Palazzo Rucellai. Et on continue, il est tard, hein. Il est quoi? Shit, il est 18h45. On va aller faire le Palazzo Pitti. Ouais, on va aller se faire le Palazzo Pitti. Là, on est en mode Palazzo. Faut qu'on continue. Il est pas loin. Il faut juste traverser la rivière. Ok, on se retrouve au Palazzo Pitti. Ciao. Ouais, bon en fait, j'ai menti. On va pas tout de suite au Palazzo Pitti. On va, parce que sur le chemin, j'ai vu un autre truc. T'as la Basilica di Santo Spirito. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas exactement, mais apparemment, ça a été fait par Brunelleschi. Du coup, allons-y, quoi. Et il fait toujours super chaud. Ouais, parce que ça en vidéo, ça passe pas la chaleur. Mais je sais pas, ça donne une autre dimension au bâtiment. Surtout quand j'étais à l'hôpital des Innocents tout à l'heure. Où vraiment, cette place, c'était une fournaise. C'était une fournaise et t'avais ce portique qui nous regardait. C'était particulier. Bon, par contre, je suis un peu dans la merde, j'ai plus de batterie. Vous pouvez voir, c'est super bien organisé ce séjour. Prévu depuis très très longtemps. C'est faux. J'ai aucune idée d'où je vais, j'ai aucune idée de ce que je fais. J'étais pas encore sûr de partir il y a 24 heures pour être tout à fait honnête. Et puis on est là. Je suis monté dans un train gare de Genève. Et 7 heures plus tard, j'étais ici. Bon, on est arrivé, les petites galères, c'est fermé. Pourtant il est 19h. Juste, j'avais envie de montrer cette façade vite fait, parce que elle est quand même assez marrante. Elle est minimale, on va dire. C'est Brunelleschi en mode moderniste. Au revoir. Et go Palazzo Pitti. Alors lui, il a été construit quelques années après le Palazzo Rucellai, qu'on a vu juste avant. L'architecte ici, c'est Fancelli. Donc c'est encore un élève de Brunelleschi. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Déjà, il est gigantesque. Vraiment. Le client Pitti, c'était un banquier, et donc bon, ça se voit. Hein. Il y a une inspiration antique qui devient évidente, donc avec l'utilisation de pierres massives qui sont travaillées de manière rustique, c'est-à-dire qui sont laissées encore assez brutes. Et aussi, il y a la répétition des grandes arches pour les ouvertures en façade. Donc là, clairement, on a l'impression de voir de l'archi romaine de l'Antiquité, en fait. Voilà. Après, c'est un bâtiment qui est imposant, mais qui est aussi connu parce qu'il a eu une histoire de fou. Napoléon Ier s'en est servi de base politique. L'écrivain Dostoïevski, que j'adore, il a écrit un livre. C'est vraiment devenu un petit peu un symbole florentin. Aujourd'hui, c'est un grand musée dans la ville. Donc voilà. Allez, on va sur place maintenant. Ok. Alors, je crois que j'ai très très bien fait de venir ici. Franchement, j'hésitais. Parce qu'il y a encore plein d'endroits où je suis pas allé. Et là, je vais vous montrer quand même ce que je suis en train de voir. Et vous voyez pas. Ce palais a l'air plutôt sympa quand même. Ok. Je comprends. Je comprends pourquoi
Je comprends pourquoi il y avait 4 pages dans mon livre sur ce truc. C'est fou comme avec les photos noir et blanc qu'on nous cale dans les bouquins d'archi, on se rend pas compte du bordel. Parce que là, le truc est genre 6 fois plus grand que n'importe quel autre palais que j'ai vu aujourd'hui. Il y a des petites similitudes sur les pierres avec le palazzo qu'on a fait avant, avec le Rucellai. Bon, on se trouve quelque part où dessiner. Parce que ça, il faudrait dessiner. Hein. Avec ces balustrades là. Check this balustrade. Bon allez, je me cale quelque part, idéalement au centre, et je vous retrouve tout de suite. À toutes. Ok, on est parti. Forcément, j'ai ma caméra à l'alarme. On retourne à la basilique qui était fermée hier. Et on va se poser dedans et faire nos petits croquis. Allez, je vous retrouve dès qu'on arrive à la basilique. Et j'espère qu'on peut filmer dedans. Sinon, faudra se contenter de mes magnifiques croquis. Alors là, cette basilique, elle m'intriguait. Déjà par sa façade, qui est très simple. Pour contextualiser, c'était une vieille église, et il demande à Brunelleschi de venir y faire un nouveau projet. Donc là, ça va être une bonne opportunité pour lui, il va pouvoir mettre en application tous ces petits kiffs d'architecture de la Renaissance, donc c'est-à-dire un plan en croix bien proportionné, où chaque partie, la nef, le transept, les niches, elles sont toutes en rapport les unes aux autres, et suivent vraiment une même grille en plan. C'est-à-dire que chaque élément dessiné, vraiment, c'est une fraction d'un autre des éléments. Voilà, donc c'est vraiment un délire d'architecte sur sa planche à dessin, à tout mesurer et de dire ça c'est la moitié de ça, ça c'est le quart de ça, le 8e, le 16e. Et tu fais tout en fait à partir des mêmes mesures. Le but c'est qu'on ressente cette grille, cet ordre, quand on est dans l'église, quand on est à l'intérieur. Cette basilique, ils ont vraiment fait le projet de manière assez fidèle à ce qui avait été prévu, parce que oui, c'est pas toujours le cas. Et là, ils ont respecté, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et là, ça suit les préceptes brunelleschiens. Alors allons-y justement, allons à l'intérieur et voyons voir comme tout y est très bien proportionné. Ok, on est arrivé. Basilica di Santo Spirito. Cette fois-ci, les portes sont grandes ouvertes. On va se poser dedans. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de mettre un peu de rythme. Hier, je vais pas vous cacher, j'étais un peu gêné de parler à la caméra. Là, on va envoyer. Elle est magnifique. Oh là là, elle est magnifique cette façade. Ah, elle est magnifique. Voilà. Voilà la bait. Bon. On se pose dedans et peut-être on peut filmer. Je pense que je vais pas parler parce que je vais pas faire le casse-couille, mais je vais essayer de filmer en dessinant. Et puis on verra. À tout de suite. Ouais. Si. Et voilà, finito. Donc apparemment Brunelleschi, dans ce projet, il a essayé des choses. Le petit souci, c'est que je me souviens plus de qu'est-ce que c'était donc. Donc je vais reprendre ici, comme ça je vais vous donner un peu des meilleures explications, vu que sur le moment, j'étais un peu paumé, je vais être honnête. Donc ce qui vraiment différencie cette basilique de celle faite avant la Renaissance, c'est la présence du dôme. Le fait que tu aies ce grand dôme, et ensuite la présence des arches, des colonnes, voilà, c'est tout que des éléments qui sont rapportés de l'architecture antique et qui viennent inscrire ce bâtiment comme vraiment un exemple de basilique de la Renaissance.
en plus de ce que je vous ai parlé, du plan un peu en introduction tout à l'heure. Donc là, on peut clairement voir comment le jeu, voilà, des colonnes, de leurs chapiteaux, l'utilisation des ordres au sein de l'église vient vraiment rajouter quelque chose qu'il n'y avait pas avant la Renaissance. Parce qu'il faut quand même se dire que c'est une basilique chrétienne, catholique. Dedans, ils viennent mettre des colonnes, des chapiteaux qui viennent des temples grecs, qui viennent de religions païennes. Donc, il y a quand même eu un cheminement historique pour que ça arrive. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, ça nous paraît être normal de voir ces colonnes-là sur des bâtiments catholiques. Donc c'est magnifique, c'est beau, ça fonctionne. Brunelleschi, bien joué, je te valide. Bon allez, on retourne à Florence. Voilà, c'était la dernière à Florence, dernier petit bâtiment. En tout cas, c'est une bonne expérience. Ah, il est midi, il y a les cloches qui sonnent, c'est parfait pour finir. Je dois avoir un géant avec cette vue en contre-plongée. J'espère que vous avez kiffé. Hier, j'étais super gêné de filmer, j'étais gêné de parler au milieu de la foule. Là, je commence à plus en avoir grand chose à faire. Les gens me regardent bizarrement, mais tant pis. Et puis voilà, on se termine sur une belle église de Brunelleschi. Et bon, évidemment, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, j'ai pas pu tout visiter. Mais il faudrait une année pour visiter tout ce qu'il y a à visiter à Florence. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure, même si pour vous, ce sera en fait sûrement dans une semaine. Mais moi, je pars prendre le bus et je vous retrouve à Sienne. Ciao!